Investiture du colonel Goïta au Mali, le nouveau président de transition a assuré ses principaux partenaires internationaux que son pays tiendra ses engagements. L'attaque de Solano au Burkina Faso ne restera pas impunie, a promis le Premier ministre. Il a rendu visite avec 5 ministres du gouvernement aux populations réfugiées à Séba. Et puis en République démocratique du Congo, le Premier ministre a de nouveau demandé lundi la reddition des dizaines de groupes armés qui déstabilisent l'est du pays. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cette édition. Le colonel Assimi Goïta, investi président de la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a assuré lundi que son pays respecterait tous ses engagements à l'adresse de ses principaux partenaires internationaux. Ces derniers exigeaient des garanties que les militaires céderaient la place début 2022 après 2 coups d'État. Les précisions. Le colonel Assimi Goïta, auteur de 2 coups d'État en 9 mois, a été officiellement investi président de la transition au Mali. À l'occasion, l'officier de 37 ans a tenté de rassurer sur ses intentions au-delà des frontières de son pays. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales a dit en particulier sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes, aux échéances prévues. Les militaires s'étaient engagés après un premier putsch, le 18 août 2020, à organiser des élections présidentielles et législatives le 27 février 2022. Cet engagement avait cependant été mis en doute par un nouveau putsch le 24 mai dernier quand le colonel Goïta, resté l'homme fort du pouvoir, avait fait arrêter le président et le premier ministre, caution civile de la transition ouverte après le premier coup d'État. Je voudrais rappeler que nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, en vue toujours de créer des conditions optimales d'une paix durable. Aussi, les conclusions du dialogue national inclusif continueront-elles à être mises en œuvre de façon judicieuse. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien qu'il ait déjà signé des actes en qualité de président, l'investiture officielle du colonel Goïta était attendue comme l'un des moments où il pouvait fournir ou non les garanties réclamées. Le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale, selon un décret lu à la télévision publique. Il satisfait à une exigence des partenaires du Mali qui réclamaient que le poste soit confié à un civil. Des habitants de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, réagissent après la mort d'Aboubacar Shekau. Le chef de Boko Haram se serait suicidé lors de combats contre le groupe djihadiste rival de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Suivant. C'est une nouvelle que beaucoup de Nigérians ou d'Africains attendaient, parce que nous devons garder à l'esprit que ce qui semble être la crise d'une vie devra prendre fin et que nous pouvons envisager un nouveau départ. Je pense qu'il y a une grande chance pour qu'Al-Barnawi dépose les armes, vu que ses prédécesseurs n'ont pas réussi à faire ce qu'ils essayaient de faire depuis leur principal leader, Mohamed Youssouf, jusqu'à Shekau aujourd'hui. Quel que soit le terrorisme dans lequel vous vous engagez, il n'y a aucune réussite. La cause de cette crise est le manque d'emploi. C'est ce qui a provoqué cette crise. Si les jeunes ont un emploi, il n'y aura pas de crise dans ce pays, ni dans cette société, ni dans cet État. J'appelle les jeunes à être plus vigilants et conscients de la sécurité. Aidons les autorités chargées de la sécurité en leur fournissant toutes les informations pertinentes pour éliminer les terroristes qui restent maintenant que Shekau est mort.
On reste au Nigeria. Le pays a demandé ce lundi à toutes les radios et télévisions de suspendre tout soutien à Twitter en supprimant immédiatement leur compte. L'usage du réseau social est désormais pris comme un acte antipatriotique. Les précisions. Nous conseillons à toutes les entreprises audiovisuelles de désinstaller leur compte Twitter et d'utiliser Twitter pour rechercher des informations ou des sources d'informations, a écrit le directeur de l'organe de régulation audiovisuelle National Broadcasting Commission NBC, Armstrong Idashaba, dans un communiqué diffusé lundi. Cela serait considéré comme antipatriotique pour quelconque média audiovisuel de continuer à soutenir Twitter, est-il indiqué. Le ministère de l'Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que le gouvernement avait suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria. Ce lundi, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffroy Onyama, a assuré que des discussions étaient en cours avec le réseau social. Il y a des discussions avec Twitter et nous verrons les progrès qui sont faits. Je ne sais pas combien de temps durera cette suspension, a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion à huis clos avec les ambassadeurs de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et du Canada, qui ont réitéré leur attachement à la liberté d'expression. La décision de suspendre Twitter est intervenue après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait de traiter avec un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Le tweet avait été fortement décrié à travers le pays et le réseau social avait estimé que Mamadou Buhari enfreignait ses règles d'utilisation en matière de conduite haineuse. Le bâillonnement de Twitter est surtout un moyen de bâillonner les médias, assure le responsable web d'une importante chaîne de télévision à l'AFP. Nous devons réagir, car si nous ne réagissons pas à ça, ils peuvent encore aller plus loin. Je le disais en titre, le Premier ministre de la République démocratique du Congo a de nouveau demandé lundi la reddition des dizaines de groupes armés qui déstabilisent l'est du pays. La société civile de l'Ituri a pointé les limites de l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai dernier. Je voudrais ici réitérer mon appel à la reddition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés, a déclaré le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge lors d'une conférence de presse à Goma. Nous voulons finir avec les groupes armés qui terrorisent la population. Nous avons enregistré les redditions des miliciens depuis la mise en place de l'état de siège, a-t-il assuré. Il a assuré que son gouvernement allait mettre en œuvre une politique pour intégrer ceux qui auront choisi de rendre les armes. Régulièrement annoncés depuis des années, ces plans DDR, démobilisation des armements, réintégration, ont tout aussi régulièrement échoué dans le passé, faute de moyens financiers notamment. L'Assemblée nationale a voté jeudi la prorogation de l'état de siège pour un mois dans les deux provinces voisines du Nord Kivu et de l'Ituri, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Cet état de siège a été ordonné début mai par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés. Des gouverneurs, administrateurs et maires, militaires et policiers ont été nommés en remplacement des civils dans ces deux provinces. La société civile de l'Ituri a dénombré 157 morts pendant l'état de siège dans la province. Elle a dénoncé dans un communiqué les violences sexuelles sur les femmes par l'armée congolaise et l'impunité des militaires ayant commis ces crimes. La société civile a mis au crédit de l'état de siège un peu d'accalmie dans le territoire de Djougou, où des violences ont tué des centaines de civils depuis décembre 2017. L'attaque qui a fait 160 morts le week-end dernier dans le nord du Burkina Faso ne restera pas impunie, promet le Premier ministre. Il a rencontré les populations de Solhan, réfugiées à Seba. Les détails. Au lendemain de l'attaque de Solan, dans la province de Yaga, qui a coûté la vie à une centaine de personnes, le Premier ministre et 5 membres du gouvernement ont rencontré les populations de Solan, réfugiées à Seba. L'attaque ne restera pas impunie, a promis le Premier ministre burkinabé qui a assuré les populations que les dispositions sécuritaires sont prises pour retrouver les auteurs. C'est la première fois que notre pays connaît une attaque avec une destruction aussi massive des populations de notre pays. Et de ce point de vue, il a voulu que l'on passe un message d'espoir. Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous. Nous allons nous réorganiser
pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas impunie. Du reste, le lendemain de la nouvelle, nous avons déjà pris des dispositions sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, cette partie du territoire est occupée par un certain nombre de forces qui sont en train de travailler à faire un ratissage pour rassurer les populations qui sont encore là et qui essayent de rester résilients. Lundi, le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Kaboré, a interdit jusqu'à nouvel ordre la circulation des engins à 2 et 3 roues dans cette zone. Le Burkina Faso, pays sahélien, frontalier du Mali et du Niger, est confronté depuis 6 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dans la nuit de vendredi à samedi, des hommes armés soupçonnés d'être des djihadistes ont attaqué le village de Solan dans la province du Yaga, région du Sahel, tuant 132 personnes selon le gouvernement, tandis que des sources locales évoquent un bilan de 160 morts. Et puis en Libye, 2 agents des forces de l'ordre ont été tués et 5 blessés dimanche soir dans l'explosion d'une voiture piégée visant un checkpoint dans la ville libyenne de Sheba au sud. L'information a été donnée par une source policière. Une voiture piégée a explosé au moment où elle franchissait un barrage déployé par les forces de l'ordre. 2 agents de sécurité ont été tués, 5 autres ont été blessés et d'importants dégâts matériels sont à déplorer, a déclaré un responsable de la police à Sheba, ville désertique située à 750 km au sud de Tripoli. Des images diffusées par la presse locale montrent des véhicules des forces de l'ordre sérieusement endommagés, entourés de débris de l'explosion. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Le chef du gouvernement de transition, Abdel Hamid Deiba, a condamné sur Twitter, dans la nuit de dimanche à lundi, un acte terroriste lâche, présentant ses condoléances aux familles des 2 martyrs. Notre guerre contre le terrorisme se poursuit, a-t-il assuré. Chef-lieu du Fezzan, la province sud de la Libye, Sheba est contrôlée par l'auto-proclamée armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Elle a été le théâtre de plusieurs attaques djihadistes ces dernières années. Cet attentat intervient alors que la Libye est engagée dans un processus politique parrainé par l'ONU, ayant permis l'installation en mars d'un gouvernement de transition dirigé par Abdel Hamid Deiba, chargé de réunifier le pays et de préparer un double scrutin législatif et présidentiel crucial prévu en décembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.